merci beaucoup aux organisatrices et aux organisateurs et à l'Observatoire pour cette invitation. Alors, comment protéger la liberté d'expression comme droit individuel tout en assurant la rationalité de la discussion publique? Ou pour formuler les choses peut-être plus précisément, comment concilier d'un côté la possibilité pour chaque personne de s'exprimer comme elle l'entend, d'écouter qui il lui plaît, dans les limites fixées par la liberté d'autrui ou le principe de non-nuisance, et d'un autre côté, la garantie de la qualité du débat public qui s'apprécie généralement du point de vue de l'égalité des participants, mais aussi de la valeur des idées qui y circulent, de la fiabilité des informations qui y sont diffusées ou de la fécondité de la critique qui s'y exerce. Toutes les démocraties libérales doivent faire face à cette question et elles y répondent de manière très variée, parfois en sanctionnant des discours que leur fausseté supposée est jugée rendre dangereux, parfois en facilitant l'action d'acteurs indépendants à qui on demande de produire et de diffuser de manière spécialisée des informations, parfois en paramétrant, en organisant les forums d'expression, par exemple pour y garantir la présence d'une pluralité d'opinions. Toutes ces réponses concrètes, juridiques, politiques varient d'une démocratie à l'autre et elles sont disputées au sein de chaque démocratie. L'un des cas les plus nets ces dernières années a été la multiplication dans de nombreuses démocraties, notamment en Europe, de lois prétendant lutter contre la désinformation en ligne. Alors on suggère parfois que ce problème classique, familier, disparaît si on admet une thèse philosophique, elle aussi familière, qui est la suivante. Interdire à l'État d'interférer dans l'exercice du droit individuel à la libre expression serait le meilleur moyen d'assurer la qualité épistémique de la discussion publique, c'est-à-dire sa qualité du point de vue de la recherche de la vérité. Et cette thèse est souvent formulée à partir d'une métaphore, celle du marché des idées. Donc l'idée est assez simple, un régime de laisser-faire en matière d'encadrement, de régulation de la communication, ferait mieux triompher les idées vraies sur les idées fausses que ne le ferait un régime de censure. Alors, cette thèse, je le disais, est très familière, elle est toujours influente, mais elle se trouve aussi contestée en réalité en pratique dès qu'on essaye d'en préciser les implications concrètes ou les fondements théoriques. Et elle est aussi remise en cause à partir du constat qui est que les institutions sociales qui sont spécialisées dans la recherche de différentes formes de vérité ne sont pas régies, ou en tout cas pas uniquement régies, par le principe de la liberté d'expression. L'enquête journalistique, l'enquête judiciaire, la recherche scientifique ne sont pas régies ou pas simplement régies par la liberté d'expression. Elles supposent que certaines conditions institutionnelles soient réunies et elles admettent que lorsque les méthodes propres à ces différents types d'enquêtes ne sont pas suivies, les discours produits puissent être exclus ou supprimés. Ça vient d'être évoqué. Donc on a des raisons de vouloir se réintéresser à cette thèse malgré sa familiarité et c'est ce que je veux faire avec vous ce matin. Alors pour cela, je vais repartir du problème que j'ai formulé au début. On présente souvent l'opposition entre droit individuel à la liberté d'expression et puis souci de la valeur épistémique du débat public comme un conflit entre deux principes indépendants. Il me semble que ça n'est pas le cas, c'est une tension qui est interne à la liberté d'expression, en tout cas si on conçoit la liberté d'expression comme un droit politique et même comme un droit spécifiquement démocratique. C'est-à-dire si on pense que la liberté d'expression, ce n'est pas seulement la liberté pour chacun de communiquer comme il ou elle l'entend, mais que c'est aussi pour le citoyen ou la citoyenne un droit qui permet la participation à l'espace public, la participation libre et sur un pied d'égalité. Cette idée d'une vocation démocratique de la liberté d'expression est absolument consensuelle si on s'en tient aux déclarations de principe dans les démocraties libérales aujourd'hui. Toutes les cours constitutionnelles, dont le rôle est d'interpréter de manière un peu générale les clauses qui établissent la liberté d'expression, dans la Charte canadienne des droits et libertés, dans la loi fondamentale allemande, dans le Bill of Rights états-unien, dans la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, toutes les cours constitutionnelles affirment et font intervenir dans leur justification, dans leur interprétation, cette considération, avec des formules qui varient. La liberté d'expression est le fondement essentiel, la condition nécessaire, la composante constitutive de la société démocratique. Mais cette idée reste à expliciter et il me semble que dans les interprétations juridiques et philosophiques qui en sont données, elle a toujours deux versants. D'un côté,
elle met en jeu l'autonomie politique individuelle du citoyen ou de la citoyenne. Chaque personne devrait être traitée comme autonome, et donc la soumettre à la tutelle d'un censeur, c'est nier son autonomie politique. De l'autre côté, ce qui fait aussi la valeur de cette liberté du point de vue de la démocratie, c'est le type de délibération publique, ou plus généralement de discussion publique qu'elle permet, qui est supposé éclairer la formation des jugements individuels et donc permettre des choix collectifs qui soient véritablement souverains et qui soient aussi avisés que possible. Si on accepte cette conception démocratique de la liberté d'expression, on voit que la tension dont je parlais tout à l'heure apparaît immédiatement. Et elle est très sensible dans les élaborations philosophiques de cette idée. C'est déjà le cas dans la théorie ancienne, mais pionnière d'Alexander Maclejohn, qui voit dans le free speech garanti par le premier amendement états-unien un droit absolu qu'on ne peut jamais restreindre, dit-il, sans saper le principe de la démocratie, du self-government, mais qui en même temps explique que ce qui fait la valeur de ce droit, ce qui rend la démocratie possible aussi, c'est la tenue d'une délibération publique dont il donne une description extrêmement exigeante. Et la tension est très nette quand Maclejohn explique qu'on ne doit jamais réduire le droit absolu à la libre expression, mais que dans la délibération publique, on a besoin d'un modérateur qui répartisse la parole, qui choisisse quelles interventions sont pertinentes pour le sujet et qui fasse taire les autres voix. Le critère de Maclejohn, c'est une représentation pleine et équitable de toutes les considérations pertinentes et seulement des considérations pertinentes. On retrouve cette tension sous d'autres formes que je ne vais pas développer dans des propositions théoriques plus récentes, chez John Rawls aux États-Unis, chez Jürgen Habermas, le philosophe allemand, qui, sous des formes très différentes, affirme aussi que la liberté d'expression est un droit politique, que ce droit politique doit être traité comme quasi absolu, mais que ce qui fait ultimement sa valeur, c'est qu'il permet la mise en œuvre d'une délibération dont on doit pouvoir au moins présumer qu'elle est rationnelle. Alors cette tension, elle disparaît si on accepte la thèse philosophique que je formulais tout à l'heure, s'il est vrai que la meilleure manière d'assurer la rationalité de la discussion publique pour l'État, c'est de ne pas intervenir. Alors en un sens très général, l'idée selon laquelle l'État n'a pas à s'ériger en arbitre du vrai et du faux est absolument consensuelle, tant qu'on s'en tient à ce niveau de généralité dans la formulation, et elle est en un sens constitutive de toutes les visions de la liberté d'expression. Mais là encore, dès qu'on essaye de préciser ses implications concrètes, dès qu'on essaye en fait de dire quelle est la nature de ce devoir de non-interférence du côté de l'État, les désaccords apparaissent. Et on peut distinguer au moins 3 points de désaccord. À propos donc du devoir de non-interférence étatique au nom de la vérité. Premier point, est-ce que ce devoir de non-interférence concerne seulement les opinions ou les jugements de valeur, ou est-ce qu'il s'étend aussi aux faits ou aux jugements de fait, ou du moins à certains d'entre eux? Évidemment, tous les ordres juridiques démocratiques sanctionnent au moins certains discours jugés faux, non pas simplement parce qu'ils sont faux, mais parce que leur fausseté est présumée et supposée les rendre dangereux. Donc des cas typiques sont la diffamation, la publicité mensongère, les fausses nouvelles, et ainsi de suite. Et on suggère pour cette raison souvent qu'au fond, le devoir de non-interférence étatique, il porterait seulement sur les jugements de valeur. Mais même si on accepte la différence entre jugement de valeur et jugement de fait, il ne s'ensuit pas que la censure à propos des questions factuelles n'est pas problématique. Et il ne s'ensuit pas que la distinction compréhensible en principe soit dans les faits opératoire, au sens où on pourrait distinguer dans les discours politiques, moraux, religieux, la part du factuel et la part du normatif. Par exemple, qu'en est-il dans le cas du délit de négationnisme, qui existe dans une quinzaine de démocraties, et qui généralement est perçu comme visant derrière le négationnisme une forme d'incitation à la haine antisémite, mais qui est tout de même un délit qui est constitué par l'affirmation de propositions factuellement fausses. Deuxième point de désaccord, ce devoir de non-interférence étatique est-il absolu ou relatif? Admet-il certaines exceptions qui sont justifiées? Même si l'on s'en tient au jugement de valeur, aux opinions, le refus de l'interdiction n'est pas du tout universel. Le cas le plus saillant, bien sûr, c'est le développement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans presque toutes les démocraties à part les États-Unis, de clauses qui répriment sous une forme ou sous une autre les discours de haine. Et même si là encore, ce qui est visé, ce sera l'injure raciste ou l'incitation à la haine raciste ou la propagande raciste, plutôt que la simple formulation d'une opinion, il est assez clair que ce qui est présumé par ces clauses,
c'est le caractère erroné et inadmissible des thèses racistes sous-jacentes. Donc l'idée d'une inégalité de valeur entre des races supposées, qui n'est pas juste une question factuelle, évidemment, une question morale. Troisième point de désaccord, ce devoir de non-interférence vaut-il seulement pour la censure des discours en fonction de leur contenu, pour la censure des opinions et des idées, ou vaut-il aussi plus largement pour toutes les politiques étatiques qui tendent à organiser le débat public au nom de sa rationalité, à assurer le pluralisme, à garantir l'accès à l'information? Là encore, dans tous les ordres démocratiques et dans toutes les théories philosophiques, on accepte que l'État peut réguler parfois le temps, le lieu, la manière de l'expression, ne serait-ce que pour rendre la liberté d'expression compatible avec d'autres droits ou avec l'ordre public. La question, c'est de savoir si l'État peut aussi, ou s'il doit peut-être, du fait du droit à la libre expression, réguler le temps, le lieu, la manière de l'expression, afin de garantir ou de soutenir la rationalité du débat public, de protéger contre des formes de censure privée qui sont jugées dangereuses à cet égard, de garantir le pluralisme des opinions, de lutter contre la désinformation, et ainsi de suite. Alors, selon la Cour européenne des droits de l'homme, qui a peut-être la position la plus radicale, en principe en tout cas, sur ce point, dans les déclarations de principe, le droit à la libre expression crée une obligation pour l'État, une obligation de garantir les conditions d'un débat public qui satisfasse les exigences de la démocratie. La liberté d'expression n'est effective comme liberté, c'est-à-dire qu'elle ne remplit vraiment son rôle démocratique, que si, affirme la Cour, l'État garantit l'accès du public à des informations impartiales et exactes, ainsi qu'à une pluralité d'opinions et de commentaires reflétant la diversité des opinions du pays. Et parfois, pour garantir cela, il faut restreindre par certains aspects la liberté d'expression. Donc, par exemple, si on pense que l'inégalité sur le marché publicitaire est un problème de ce point de vue, une loi qui interdit la publicité politique commerciale à la radio et à la télévision fermera des forums d'expression pour garantir un meilleur pluralisme dans les lieux où le débat public se tient. Donc, il me semble que pour éclairer ces désaccords, il faut revenir aux raisons qui fondent ce devoir de non-interférence étatique. Et je me limite ici aux raisons épistémiques. Donc, j'en viens à ma thèse épistémique. Supériorité d'un régime de laisser-faire du point de vue de la vérité. Elle est souvent exprimée à travers la métaphore du marché des idées, que tout le monde connaît, évoquée par Oliver Wendell Holmes au détour d'une phrase dans une opinion dissidente en 1919, qui a connu le succès considérable que l'on sait, dans la doctrine juridique, dans les controverses philosophiques, et en fait même dans le débat public. On la retrouve dans de nombreuses prises de position des deux côtés de l'Atlantique. La métaphore du libre marché des idées, si on la prend au sérieux, si on la prend littéralement, si on regarde sa signification la plus littérale, dresse une analogie entre marché des idées et marché des biens. Dans ses usages contemporains, elle est souvent mobilisée pour suggérer que, de la même manière que sur un marché purement concurrentiel, selon la théorie économique néoclassique, l'ajustement entre l'offre et la demande se produit spontanément, tant que l'État ne biaise pas la concurrence pure et parfaite, et bien de la même manière, dans la compétition des idées, lorsque la compétition n'est pas entravée par l'action étatique, le vrai l'emporterait spontanément sur le faux. Donc le sens de l'analogie dans sa version la plus courante est clair. Le problème, c'est que dans sa construction, elle est bancale et que dans ses implications, elle est complètement indéterminée, cette analogie. Donc d'une part, du point de vue de la construction, il est clair qu'il n'y a pas, du point de vue de la confrontation des idées, de mécanisme analogue au mécanisme de l'ajustement par le prix sur le marché idéalisé de la théorie néoclassique. Il n'y a pas de mécanisme qui pourrait jouer le rôle d'une main invisible. La rencontre de la demande d'opinion et de l'offre d'opinion dans la presse, sur Internet, etc., révèle quelque chose de la popularité des opinions diffusées, mais pas de leur bien fondé. Et on notera d'ailleurs que souvent on cherche à accréditer cette métaphore ou ce modèle théorique, si c'en est un, en allant chercher l'autorité de pensée philosophique ancienne, chez John Milton, chez John Stuart Mill. Mais chez ces auteurs, en fait, si on les lit, la confrontation des opinions, elle est pensée à travers l'image de la lutte, de ce que Mill appelait la lutte violente entre les parties de la vérité. Pas du tout à partir d'un présupposé de doux commerce ou d'une analogie économique. D'autre part, à supposer que la construction de la métaphore, de l'analogie puisse être sauvée, si on la prend littéralement, ses implications sont indéterminées. Parce qu'on sait bien que même en partant de la théorie néoclassique, quand on regarde les défaillances qui affectent les marchés réels dans des conditions non idéalisées, l'intervention de l'État peut être massive pour essayer de compenser ou de restituer les ratés de la compétition.
Et donc, on pourrait imaginer, que c'est ce que suggérait le prix Nobel d'économie Ronald Coase, que si on prend au sérieux, comme il le propose, l'analogie du marché des idées, eh ben, il faut prendre en compte les coûts de transaction, les externalités négatives, le problème des monopoles, et il faut restreindre massivement la liberté d'expression et la liberté de la presse. Donc, selon votre théorie économique préférée, les implications en fait du modèle seront très différentes. Bref, je pense que cette métaphore, qui a sa force d'attraction rhétorique, hein, bien sûr, ne nous aide pas beaucoup. Du coup, il faut revenir plutôt qu'à la métaphore aux raisons qui pourraient justifier cette thèse supériorité économique du laisser-faire sur la censure. Et il me semble qu'on peut distinguer 4 arguments. Premier argument, pragmatiste. C'est celui de Holmes lui-même, en fait, en 1919, lorsqu'il écrit « Lorsque les hommes auront compris que le temps a renversé bien des fois combattantes, ils en arriveront peut-être à croire que le bien ultime désiré est plus facilement atteint par le libre commerce des idées. » Si on prend le raisonnement dans son ensemble, Holmes n'affirme absolument pas que la compétition libre des idées est un moyen d'identifier une vérité qui serait préalablement ou indépendamment déterminée. L'ensemble du raisonnement, dans son contexte, dit tout autre chose. Pour dépasser l'affrontement entre les foi combattantes et arriver à la sécurité, il faut tenir pour vrai les idées qui s'imposent comme telles dans le débat. Dans un autre texte, Holmes est encore plus clair, la vérité, dit-il, doit être le vote de la majorité. Il faut prendre ce qui s'impose comme vrai pour le plus grand nombre, pour des raisons pragmatistes, comme étant ce qui est vrai. Alors, quoi qu'on pense d'une telle conception de la vérité en général, ce qui est très clair, c'est qu'elle ne répond absolument pas au problème dont je suis parti. Le souci épistémique pour la qualité du débat public présuppose l'idée que, indépendamment de ce qui va se passer dans le processus politique, il y a des idées qui sont vraies ou fausses, ou du moins des idées qui sont bonnes ou mauvaises, ou pires ou meilleures que les autres, indépendamment de ce qu'en pense le plus grand nombre. Parce que si la majorité a toujours raison, si le vrai est toujours ce que pense la majorité, il n'y a aucune raison de se soucier de la qualité du débat public. Un deuxième argument est faillibiliste. De manière célèbre, il a été formulé par Mill et revisité 1000 fois depuis. Le point de départ est que le jugement humain est toujours faillible, la possibilité de l'erreur ne peut jamais être totalement exclue, ce qui a 2 conséquences. Le censeur étatique peut toujours se tromper, mais aussi, même lorsqu'il ne se trompe pas, la suppression d'idées fausses nous empêche, nous prive de la possibilité de comprendre pourquoi nous tenons ces idées pour fausses et les idées adverses pour vraies. Cela nous conduit à avoir un rapport dogmatique à nos propres croyances, même si elles sont vraies. Alors, un point intéressant, c'est que cet argument, c'est pas toujours, enfin, c'est contesté, mais ça me paraît assez clair, ne vaut que pour les jugements pratiques, en matière politique, morale, religieuse, et non pas pour les jugements de fait. L'implicite ou le présupposé de l'argument millien, c'est que parce qu'il n'y a pas de preuves décisives sur les questions pratiques ou normatives, parce qu'il n'y a pas de certitude objective qui puisse être atteinte, on ne peut que mettre en balance l'ensemble des considérations pertinentes. Il n'y a pas de preuve pour en éliminer une. Et donc, par définition, retirer l'une des considérations qui sont en présence, c'est se priver de manière dogmatique de l'un des éléments de l'équation à résoudre qui n'admet pas de preuve mathématique. Mais cet argument, quoi qu'on en pense là encore, ne répond pas non plus au problème dont je suis parti. Parce que rien dans ce raisonnement ne montre, et rien ne suppose, à mon avis, chez Mill, même si on affirme souvent le contraire, il n'y a pas de présupposé ou de démonstration du fait que si vous retirez la censure, la conséquence sera, à court ou moyen terme, le triomphe du vrai sur le faux. Ce qui est en jeu ici, c'est la possibilité d'avoir un rapport autonome intellectuellement, critique, une pensée critique, non dogmatique à la vérité. Ce qui, me semble, nous renvoie en réalité à l'autre versant de la conception démocratique, celui de l'autonomie politique du citoyen, qui implique aussi une forme d'autonomie intellectuelle. Un troisième argument est l'argument libéral, qu'on trouve aussi chez Mill et chez bien d'autres auteurs, et dont la formulation contemporaine peut-être la plus influente a été donnée par Frederick Schauer. Pour le dire simplement, l'État est mal placé pour censurer au nom de la vérité, parce que les titres de compétences politiques qui permettent d'accéder au pouvoir ne donnent aucune compétence pour discriminer le vrai du faux, premier argument, et parce que l'État, par sa position, est nécessairement partial et tenté d'interpréter la frontière entre vrai et faux dans le sens de ses intérêts, puisque les opinions politiques, mais aussi en fait morales, religieuses, culturelles qui s'opposent, vont ou non dans le sens de ses intérêts. Alors ce premier danger de l'incompétence, il est assez bien illustré, il me semble, lorsque la France adopte en 2018 une loi sur la désinformation
qui exige du juge que lorsque un contenu en ligne est signalé, juge des référés, ils doivent en moins de 48 heures se prononcer sur le fait que ce contenu constitue ou pas une fausse information. Et dans la plupart quand vous regardez les types de contenus qui sont signalés en ligne, c'est difficile de voir comment, en moins de 48 heures, pour la plupart d'entre eux, un juge pourrait prendre une telle décision. Le problème de la partialité est très nettement éclairé quand on considère une loi à Singapour en 2019 contre la désinformation qui pénalise de la même manière, je cite, les fausses informations qui influencent le résultat d'une élection et les fausses informations qui diminuent la confiance du public dans l'exercice du pouvoir par le gouvernement. Alors, c'est une idée qui est un argument qui reste très populaire. Il est repris par le juge McLaughlin dans Kijkstra, dans une opinion dissidente. Je ne vous lis pas le passage, faute de temps. Et il y a de nombreuses raisons historiques, de nombreux exemples dans toutes les démocraties libérales, à commencer par la France, de donner du poids à cet argument de l'incompétence et à cet argument de la partialité. L'argument, cette fois, répond à notre problème, mais seulement partiellement, parce que très clairement, en fait, cet argument libéral, qui est souvent vanté comme un argument négatif, minimaliste, est incomplet. Ça n'a guère de sens d'évaluer la fiabilité de la censure étatique sur le plan épistémique dans l'absolu. Ce qui compte, c'est sa fiabilité relative par rapport à un régime de libre discussion, de libre communication. Et donc, il me semble que cet argument apparemment minimaliste, négatif, libéral, suppose au moins implicitement un argument positif, beaucoup moins minimaliste, qui affirme que du côté de la libre discussion, par comparaison, on a des raisons d'espérer une relative fiabilité sur le plan de la rationalité. Le dernier argument, du coup, peut être appelé délibératif. Ce n'est plus celui du marché des idées de Holmes, c'est celui de ce que son collègue Louis Brandeis appelait le pouvoir de la raison tel qu'il s'exerce par le biais de la discussion publique. Brandeis, dans un très beau passage d'héroïsme délibératif dans Whitney contre California en 1927, décrit ces hommes courageux et indépendants qui ont confiance dans le pouvoir du raisonnement libre et sans peur conduit à travers les processus du gouvernement populaire. Donc pour ces hommes, aucun danger découlant de la parole ne peut justifier la répression de cette dernière, tant qu'il est possible de discuter. Le remède est plus de parole, non un silence forcé. Alors malgré l'attraction, pour moi du moins, de cet héroïsme délibératif vibrant, il me semble qu'il faut une certaine prudence dans l'évaluation des vertus épistémiques de la délibération publique. Les travaux consacrés à la délibération en démocratie ont identifié de fait différents mécanismes par lesquels la confrontation publique des opinions, des raisons, des expertises, des témoignages, des récits, des perspectives sociales peut éclairer le jugement individuel. Ça opère une forme de mise en commun des informations, ça permet une division du travail argumentatif qui décharge chacun d'une partie de l'effort de délibération intérieure, de jugement autonome. Cela fait jouer la diversité cognitive et la diversité sociale. Mais ces mêmes travaux ont montré que la réalisation de tels mécanismes dépend en fait de conditions sociales et institutionnelles assez précises et qu'il y a des obstacles tout aussi attestés aux vertus de la délibération publique ou qui peuvent déclencher ces vices parfois épistémiques. Donc, premier problème évident, le manque de temps, ce qui fait que tous ces raisonnements sont de peu de poids lorsque, même si ça reste, je pense, des cas relativement extraordinaires, des fausses nouvelles vraiment significatives surgissent à quelques heures ou la veille d'un scrutin référendaire ou électoral important. Mais il y a des problèmes plus structurels, il me semble, qui ont trait aux conditions de diffusion et aux conditions de réception de cette contre-parole qui est supposée corriger la parole erronée ou supposée défaillante. Donc, premier problème de diffusion. Il ne suffit pas, contrairement à ce qu'on affirme parfois, que quelque part dans le système, des idées vraies soient présentes, qui seraient automatiquement reconnues, qui gagneraient en audience et qui s'imposeraient. Pour que la contre-parole puisse... Censure. Pour que la contre-parole puisse vraiment corriger la parole, il faut qu'elle atteigne le même public et qu'elle dispose de conditions d'exposition relativement analogues. La psychologie sociale a identifié toute une série de mécanismes, comme la polarisation de groupe, qui montrent que le rapport de force numérique dans la visibilité des opinions, si j'ose dire, et... C'est parce qu'il va falloir conclure. Faut arrêter, j'arrête. 2 petites minutes. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, la polarisation de groupe montre l'importance de la répartition initiale idéologique des idées et les mécanismes de conformisme qui peuvent étouffer les voix minoritaires, quels que soient les mérites ou les démérites des positions qu'elles présentent.
Du côté de la réception, on connaît les biais de sélection de l'information qui font qu'on retient plus ce qui va dans le sens des opinions préexistantes. On connaît le raisonnement motivé qui fait que les inférences sont souvent dirigées par les conclusions qu'on espère atteindre ou confirmer. Rien de tout ça ne montre que la délibération publique est forcément irrationnelle, mais ça montre que sa rationalité dépend en fait des conditions dans lesquelles elle se déroule et donc du travail d'institution du cadre de l'espace public. Donc la combinaison entre l'argument libéral et l'argument délibératif peuvent laisser espérer une forme de rationalité, mais pas spontanée de la libre discussion. Pour conclure, du coup, si on revient aux 3 désaccords que j'ai pointés sur le sens du devoir de non-interférence de l'État au nom de la vérité, il me semble qu'on peut tirer 3 conclusions qui sont modestes, mais qui sont ce qu'elles sont. La première, c'est que l'argument faillibiliste nous donne des raisons de maintenir une différence forte entre jugement de fait et jugement pratique, parce qu'on ne peut pas traiter des discours pour lesquels il n'y a aucune preuve décisive comme les autres, mais cela n'autorise pas par là même la censure des propositions factuelles. Et il me semble que l'argument libéral et l'argument délibératif nous donnent de très bonnes raisons de maintenir la méfiance vis-à-vis de l'incompétence et de la partialité de l'État, l'attention à la nature des arguments qui mêlent généralement des considérations factuelles et normatives entremêlées. Donc ces 2 arguments nous donnent de très bonnes raisons de limiter autant que possible la capacité de l'État à censurer les propositions factuelles au nom de la vérité. Deuxième conclusion, je ne crois pas que toutes ces considérations épistémiques puissent fonder un droit absolu à la libre expression, ou même au sens restreint d'un devoir absolu de l'État à ne pas interférer. Parce qu'on voit bien que ce sont des raisonnements instrumentaux qui reposent sur des conditions exigeantes dont la réalisation est contingente. S'il y a un devoir absolu du côté de l'État de ne pas censurer les opinions, par exemple en fonction de leur contenu, ça n'est pas simplement pour des raisons épistémiques. Ça doit avoir trait à l'autre versant de cette vision démocratique de la liberté d'expression, l'autonomie politique du citoyen. Et pour finir enfin, avec un retard coupable, troisième et dernière idée, il me semble que ce devoir de non-interférence ne peut pas s'étendre généralement au-delà de la censure des opinions. Les politiques de régulation du débat public sont bonnes ou mauvaises, bien sûr, mais pour que la thèse d'une supériorité du point de vue de la vérité, du laisser-faire sur la censure soit crédible, il faut un travail d'arrière-plan qui doit être fait par le droit d'institution des conditions du débat public, de créer les constitutions du pluralisme, d'une contradiction effective et ainsi de suite. Donc typiquement, dans le cas des fausses nouvelles, l'État peut forcer les locuteurs à clarifier l'origine de leur message, donc non pas lutter contre les nouvelles dont le contenu est faux, mais lutter contre le mensonge qui consiste à faire passer pour des nouvelles d'origine journalistique, le sens originel de fausses nouvelles, des nouvelles qui ne le sont pas. Il peut soutenir des acteurs tierces, des acteurs indépendants dont le travail est la vérification et la contradiction des faits diffusés. Rien de tout ça n'oblige à ériger le juge en arbitre du vrai ou du faux. Merci beaucoup. Merci.